Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e numéro de Vegamag. Avant même de vous donner le sommaire de cette semaine, je voulais faire un petit point avec vous. Alors on m'a demandé, mais écoute Isabelle, végétarien, végétalien, vegan, flexitarien, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Une petite explication s'impose, ça vous dit? Très rapide, le végétarien ne consomme aucune chair animale, mais par contre il va manger des aliments d'origine animale comme le miel, les œufs, le lait. Je précise que non, le végétarien ne consomme pas de poisson. Paul McCartney disait toujours « Je ne consomme rien qui ait deux yeux ». Comme ça a le mérite d'être clair. Le flexitarien, eh bien, principalement est végétarien, mais il s'octroie des moments, par exemple en famille ou au restaurant, où il va consommer par contre de la viande, du poisson, évidemment des produits animaux selon les circonstances de sa vie. Le végétalien, lui, ne consomme pas de viande, de poisson, de crustacés, mollusques, gélatine, présure, produits laitiers, œufs, miel. Pour le vegan, eh bien, il va encore au-delà de l'alimentation végétalienne dont on vient de parler, car en plus il refuse de porter les produits de l'exploitation des animaux, comme le cuir, la fourrure, la laine, la soie, prendre des cosmétiques et médicaments testés sur des animaux ou contenant des substances animales. Au sommaire, donc, après toutes ces explications, eh bien, vous allez retrouver un reportage sur les cirques, puisque vous savez qu'ils sont au cœur de l'actualité. Végactu reviendra sur la conférence sous haute surveillance, organisée par l'association Paris Animaux Zoopolis. Vegazoom vous parlera du loup avec Madeleine Reynaud de l'association Aspas et le cinéaste Jean-Michel Bertrand, réalisateur du film La Vallée des loups. Et puis nous retrouverons la minute, oui c'est tout nouveau, la minute de Marc Giraud et enfin un Vegastar tout en beauté, tout en finesse, consacré à Lolita Lempicka. Le lundi 30 octobre dernier, devant l'espace Gendarme dans le 2e arrondissement de Paris, de nombreux gendarmes sécurisaient les lieux. L'association Paris Animaux Zoopolis organisait une conférence pour faire un point sur une transition vers des spectacles sans animaux dans la capitale et ailleurs. Les circassiens avaient fait le déplacement pour pouvoir également y participer, mais les tensions entre associations de protection animale et circassiens deviennent bien plus qu'électriques. 5 seulement ont eu l'autorisation d'y assister. Il y a un mouvement général de remise en cause des pratiques que nous avons à l'égard des animaux. Cela touche notamment les spectacles d'animaux dans les cirques, principalement les spectacles d'animaux sauvages, mais ça impacte aussi les spectacles d'animaux domestiques. Et ce que nous demandons, c'est la suppression de ces spectacles, évidemment dans des conditions qui permettent au cirque de s'adapter, donc dans le temps et avec naturellement le concours des pouvoirs publics. On parlait de stéréotypie chez les animaux en captivité. Il s'agit du comportement anormal le plus observé en milieu captif, que ce soit chez les animaux de laboratoire, de zoo et même de ferme, qu'ils soient domestiques ou non. Balancement d'une patte sur l'autre, mouvement de langue, mouvement de va-et-vient. Les stéréotypies s'expriment par des comportements répétitifs, invariants et qui n'ont aucun but ou fonction apparente. L'animal n'est absolument pas dans son cadre de vie, il n'a aucune condition qui est réunie pour qu'il vive bien. Il est dans des cages, il s'ennuie, on lui demande des choses qui sont totalement contre nature, on lui donne à manger à heure fixe. En fait, c'est le vide absolu dans sa vie. Donc ça crée des ordres psychologiques très importants. Une concertation nationale a été réalisée par 2 vétérinaires auprès de leurs confrères pour connaître leur avis sur l'utilisation des animaux sauvages dans les spectacles. Nous avons eu 1350 réponses et donc 80% des vétérinaires qui ont répondu en fait, ont dit qu'ils étaient absolument contre l'utilisation des animaux sauvages dans les spectacles et des cétacés dans les delphinariums. Donc on peut dire qu'en fait, les vétérinaires se positionnent comme l'essentiel de la population française qui s'intéresse à la condition animale. Souhaitons que la France rejoigne très vite la liste des 29 pays ayant interdit totalement la présence d'animaux sauvages dans les cirques.
L'abattage au cœur de Paris de la jeune tigresse Mévie, échappée du cirque Borman-Moreno le 24 novembre dernier, a ému nombre de Français, de plus en plus hostiles à la présence d'animaux dans les cirques. La toile aussi, les réseaux sociaux se sont complètement enflammés et ont demandé et sont en faveur de l'abandon des cirques avec animaux. Alors j'espère que 2018 nous donnera raison. Un autre animal, cette fois-ci, que les chasseurs souhaiteraient plomber un peu plus, ainsi que les éleveurs, c'est le loup. Il est revenu dans les Alpes du Sud fin 1980, il a été observé et authentifié fin 92, et les loups n'ont pas été réintroduits, mais sont arrivés à la suite d'une recolonisation par étapes de l'Italie. Ce retour chez nous s'est déroulé sur une vingtaine d'années, mais ils sont loin, très loin d'être les bienvenus. Ces dernières années, le gouvernement n'a cessé de relever le plafond du nombre de loups tués légalement. Ces canidés sont prélevés, c'est-à-dire abattus, au titre de dérogation à leur statut de protection, pour tenter de limiter les attaques sur les troupeaux. Pour le loup, le dossier est essentiellement dans les bureaux du ministère. C'est un dossier politique. Les tirs de loup, ce sont des tirs politiques, ce ne sont pas des tirs qui protègent efficacement les troupeaux. Ce sont des tirs qui sont censés calmer un petit peu la colère des éleveurs qui traversent une crise. La filière ovine est en crise. Quand on s'intéresse au loup, on découvre les hommes. Et on découvre les failles, on découvre les délires. Parce que le loup avait disparu depuis 70 ans, qu'il arrive et que ça crée le bazar chez les éleveurs et les bergers, ce qui est une évidence. Mais tout ça est complètement récupéré politiquement. On est dans la manipulation la plus totale. Et surtout, on n'est pas du tout dans l'efficacité. La Convention de Berne, un texte européen signé en 1979 afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvage, protège les loups. Malgré des études scientifiques, malgré nos alertes, l'État continue un peu par facilité à dire oui, on va autoriser des tirs de loups et chaque année de plus en plus, mais ça ne règle rien. Donc aujourd'hui, nous, on dénonce ces pratiques de tirs de loups. Et on essaie d'amener des arguments, c'est-à-dire mettre des enclos, engager des bergers ou des aides-bergers, faire garder son troupeau par des chiens de protection. Malheureusement, certains éleveurs qui acceptent de jouer le jeu, ils ont un peu des représailles de leur propre milieu, de leur propre corporation, parce que ça veut dire que s'ils mettent en place les mesures de protection, ils acceptent la présence du loup. Au lieu d'aller demander au préfet de faire des manifestations, de demander la tuerie de loups, de ceci, de cela. Il y a tout un boulot à faire très concret avec les bergers qui sont confrontés au loup depuis toujours, comme en Roumanie, en Bulgarie, en Espagne, en Italie, que ces gens-là viennent chez nous pour pouvoir partager avec les bergers et les éleveurs locaux pour savoir comment faire au mieux. Quand un éleveur ne fait pas le jeu de protéger son troupeau s'il a des attaques, c'est pas normal qu'il retouche les indemnisations ou qu'après il y ait des tirs de loup à cause de ça. Le député européen José Bové se demande bien comment se débarrasser de cette plaie pour les agriculteurs. Si l'on évoquait les hybrides, comprenez des loups qui se sont reproduits avec des chiens. Et oui, s'il insiste sur cet élément, c'est qu'il espère bien que les loups sont en réalité des chiens-loups, ce qui permettrait de mettre à mal le statut de protection dont jouit l'animal, et ainsi de tuer plus de loups que ne le permet le plafond légal en France, fixé à 40 spécimens par an. Ça, on est tout à fait dans l'esprit français du rapport à la nature et au sauvage, comme avec les renards, comme avec les blaireaux. Il faut dégommer. Même si on en tue, s'il y a autant de brebis tuées, c'est pas grave, on se défoule là-dessus. Et je trouve ça pathétique au XXIe siècle. Les résultats d'une analyse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage visant à estimer le taux d'hybridation ont été publiés en septembre dernier et annoncent que 93% sont bien des loups. Monsieur Bové pourra donc repasser. Pourquoi dit-on que le renard est nuisible? C'est la minute de Marc Géraud. Pourquoi est-ce qu'on dit que le renard est nuisible? Eh bien, c'est une invention du lobby de la chasse. Nuisible, en science, ça ne veut rien dire. Chaque animal a son rôle. Et le renard, c'est, entre autres, d'éliminer les campagnols qui ravagent les cultures. Donc le renard est un animal utile. C'est vrai qu'un renard peut manger quelques poules, mais aujourd'hui, les pauvres poules, elles sont en batterie. Donc nuisible, c'est une notion administrative qui veut dire menace la santé publique, vous vous rendez compte, ou l'économie. En fait, quand un animal est nuisible, c'est qu'on peut le chasser toute l'année. Les chasseurs ont envie de s'amuser toute l'année à flinguer des renards, à les piéger, à les détruire. Voilà pourquoi le renard est classé
nuisible. Il y a des associations de défense des animaux qui ont fait un travail inimaginable, fabuleux, qui nous ont ouvert les yeux. Je peux parler de L214, de PETA en particulier, qui vraiment font un très beau travail. Et en regardant ces vidéos et en lisant ces livres, des livres très intéressants. Et Mathieu Ricard, il y avait Émeric Caron, Catherine Layel qui est devenue une amie, qui avait écrit Yes Vegan. Donc tout ça a fait que je suis devenue très rapidement végane, parce que je ne pouvais pas faire autrement. C'est pas du tout un effort que j'ai fait. C'est drôle parce que souvent des personnes me disent « Ah, mais ça doit être difficile ». Et bon, bien sûr, il faut faire attention à tout ce que l'on consomme, tout ce qu'on achète, évidemment. Mais bon, déjà, je regardais les étiquettes, hein, je les ai regardées un petit peu plus. Hein. Mais en fait, c'était une évidence telle, je ne voulais plus participer à tout ça, je voulais être déjà moi-même transformée. Des années avant, j'ai fait de la fourrure, j'ai fait du cuir, donc je sais de quoi on parle, je suis passée par là, donc je ne dis pas que j'étais une blanche colombe avant, hein. J'ai été quelqu'un qui a participé à toutes ces horreurs. On peut très bien être aveugle pendant très longtemps et ne rien voir. Donc à un moment, quand vous voyez, vous pleurez les larmes de votre corps, vous passez par une petite dépression, c'est vrai, parce que c'est terrible. C'est-à-dire c'est des êtres vivants, et ces êtres vivants, on a tellement plus de points communs avec ces animaux qu'on a de différences, que ça vous bouleverse, ça vous transforme. Et on se dit, mais pourquoi j'ai pas compris ça plus tôt, quoi? On s'en veut d'avoir été aveugle. On n'est pas obligé d'aimer les animaux et tous les animaux. Ce qui compte, c'est la justice. Ces animaux, on les fait souffrir comme ça n'a jamais été. On les exploite, on les utilise parce qu'on pense qu'on est les plus forts, parce que je ne sais pas pourquoi l'être humain pense qu'il a le droit de vie et de mort sur des êtres plus faibles que lui, à sa merci. Donc tout ça, c'est très injuste et je suis très heureuse de m'être transformée parce que c'est un poids en moins. Je suis très très soulagée d'être comme je suis maintenant. Quand vous avez des informations, que vous lisez des livres de gens très sérieux, de philosophes, de scientifiques, c'est-à-dire ce n'est pas des médecins, des charlatans ou des médecins qui sont payés par des lobbies, hein, je vous parle de gens vraiment sérieux. Quand vous avez accès à ces informations-là, que vous regardez des films aussi de ce qui se passe avec la souffrance animale, vous vous rendez compte qu'on vous a menti. Mais en fait, tout ça peut se repenser, peut se retravailler. Et vous-même, chaque personne individuellement peut changer. D'amener aussi ces questions à un niveau très, très important dans la politique peut faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Je vous embrasse, c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Évidemment sans souffrance animale, soyez de la fête avec des plats, innovez, inventez, éclatez-vous s'il vous plaît. Et puis pour les cadeaux, c'est la même chose. Offrez un cadeau original, le cuir s'est dépassé, la soie, la laine s'est dépassée. Soyez imaginatifs, c'est ça le monde de demain. Je vous embrasse fort, à bientôt.